J'aimerais commencer cette vidéo avec une question qui me hante depuis des années. Je l'avais lu dans un manga que je lisais en anglais, et donc la question se présentait de la sorte. Are you a human or are you a human product? Êtes-vous un humain, un vrai humain, ou êtes-vous ce que l'humanité a créé? Cette vidéo fait suite à l'avenir de l'humanité. Vous regardez bien l'épisode 9 de Réflexion poussée. Bon visionnage. Well, I think we're all a product of our environment. So, yeah, I'd say that I'm human, but, you know, this world is... You get imposed on by your environment, so we're a product of our environment. I would say that I'm a human product because whatever you want to do, you can have the will because of the advertising you have everywhere around you. So you have to be a human product. You can't be like a real human, you know. Moralité, je ne suis qu'un corps habité d'une personnalité. Wow, j'en ai assez. Le passé me ramène à l'enfance, à toutes ces images que je peux pas effacer, à cette version de moi-même dépassée. Notre identité n'est qu'une information sur l'image que nous pensons refléter. Si je vous demande qui vous êtes, vous commencerez par parler de votre prénom, de ce que vous faites dans la vie, des banalités en somme, mais des banalités qui vous définissent en tant qu'être. Je pense qu'on peut jamais vraiment dire et définir qui on est, même quand on est plus âgé, etc. Mais je crois qu'on essaie de se définir par rapport à notre caractère, comment on réagit à certaines situations, mais aussi par rapport à nos objectifs, à nos envies, à ce qu'on aime faire, nos passions ou alors même nos envies de métier. On se définit aussi dans nos relations aux autres, je pense, comment on interagit. Je pense qu'on a un rapport aussi à notre corps pour se définir en tant que personne, quand même. Voilà, je pense que ça comprend tellement d'éléments que c'est difficile d'en faire le tour, mais que c'est plus ou moins facile selon les gens de pouvoir se définir et dire qui on est. Parfois, nous donnons même notre nom, qui représente nos liens familiaux et qui sont le commencement d'une réponse sur l'origine. D'où viens-tu? Tout d'abord, l'origine, c'est quoi? Ça peut être un lieu, une ethnie, une culture, une tradition. Tout ça, c'est englobé par l'environnement. L'environnement peut comprendre un large panel d'informations comme les habitudes, le climat, la nourriture, la pauvreté, la richesse, etc. Ces informations, extérieures à la personne, donc extérieures à ce que je suis, ont pourtant un rôle important car ils agissent, malgré moi, sur ce dont je suis socialement capable. Le milieu social possède un rôle très important, voire même décisionnaire sur ce que l'individu peut ou ne peut pas faire. Il est difficile d'échapper à notre éducation, car elle a forgé ce que nous sommes, les bases de nos connaissances, nos capacités à vivre en communauté, nos idéologies, qu'elles soient religieuses ou politiques, voire même notre comportement. Toutes ces choses peuvent être dans la confrontation ou alors dans l'acceptation. Quoi qu'il en soit, c'est cet environnement qui nous a élevés au rang d'humains. Stendhal écrivait dans Rouge et Noir, un roman, c'est un miroir qu'on promène le long d'un chemin. La littérature, le cinéma, voire la musique sont d'excellents moyens de se découvrir, car à travers l'œuvre d'autrui, qui raconte ou exprime des sentiments, des émotions, en bref une vie, il est aisé de s'y identifier et d'utiliser ce matériel afin de se construire sa propre identité. On appelle ça l'identification. Et elle a forcément un rapport avec notre environnement. Comme par exemple quelqu'un qui lit de la littérature française parce que ses parents ont une bibliothèque, ou un autre qui se passionne d'art parce qu'il allait tous les week-ends au musée avec ses parents. Mais en plus de l'identification, il existe aussi l'identisation. C'est un phénomène qui nous paraît assez naturel, on n'a même pas l'impression qu'il soit choisi. C'est tout simplement le fait de s'enraciner dans son identité et de devenir une chose en adéquation avec ce que l'on pense être, comme le genre, l'appartenance sexuelle, ethnique, idéologique, etc. C'est une sorte de découverte de soi, je deviens ce que je suis. Pour Ricoeur, l'identité est narrative, c'est-à-dire que l'identité répond à la question « Qui suis-je ?» à travers l'histoire de vie d'une personne. C'est ce long chemin parcouru qui a fait qui je suis. Cette identité narrative possède deux piliers. En premier, nous avons l'identité idem, celle qui ne bouge pas, celle qui reste dans une ligne de conduite. Elle ignore le changement. Cela peut découler de l'éducation ou de la culture, avec des principes et des valeurs, des qualités et des défauts. Nous entendons souvent des phrases comme « c'est pas son genre ». C'est l'identité substantielle, à la substance même de la personne.
ce qu'elle a été et sera toujours. On réifie la personne, elle n'est plus elle, mais ce qu'on en fait. En opposition, nous avons l'identité ipséité, qui par contre implique le mouvement, l'évolution voire même la mutation de l'identité par rapport à des éléments de la vie selon ses propres envies. La personne reste elle-même avec ses principes et son histoire, mais peut se changer. Cela peut se produire par rapport au rôle dans une famille et l'idée générale qu'on en a, comme celui du père et de la mère, mais cela peut aussi se passer lorsque l'on devient grand frère alors qu'on était fils unique, ou alors lorsque l'on porte deux rôles, celui du père et du grand-père. L'identité alors ne serait qu'une création. Quelques taches d'encre sur une carte d'identité, un nom donné à la naissance, des activités sportives ou intellectuelles qui nous étaient prédestinées selon notre lieu de naissance et notre situation économique. L'identité sociale est importante car elle nous permet d'entrer dans le jeu de la société et d'exister en elle. L'exclusion n'étant pas une chose agréable, nous rentrons dans ce jeu des rôles sociaux, basés sur des stéréotypes qui sont aujourd'hui dans la norme. Nous ne sommes plus réellement nous acceptons d'être un autre qui nous ressemble. Heidegger parlait de la dictature du on, impersonnel, ne qualifiant rien, nous disparaissons. Je ne suis pas moi, je suis celui qui a créé cette vidéo. L'enfant quittant ses parents pour entrer en maternelle prend conscience de cette perte. Il n'est plus le moi puissant de sa famille, il n'est qu'un élève parmi tant d'autres. Cependant, le on est rassurant, car il ne vise personne. S'accepter dans un rôle, c'est fuir son jeu. Comment savoir qui on est si on laisse l'histoire nous construire ? Notre identité idem ne peut pas changer. Notre ipséité est un choix, mais le choix d'un rôle. Se défaire de ce rôle social, de ce on, c'est perdre la sécurité de n'être personne. C'est s'écarter de la masse pour devenir quelqu'un, et c'est effrayant. Pourtant, je pense que c'est la seule façon que l'on a de comprendre que son identité ne fait pas qui nous sommes, et qu'il faut devenir ce que nous voulons être. Ce n'est plus « je pense, donc je suis ». La vraie phrase serait plutôt « on me pense, donc je suis ». On en revient donc à la question du jeu. Il faut revenir au jeu. Qui suis-je ? Où se trouve le vrai moi, celui que je suis réellement ? L'identité a-t-elle un rôle avec la rencontre de soi ? Par quoi suis-je défini ? Par qui ? Dans quel contexte ? Pourquoi dois-je me définir ? Pourquoi dois-je décliner une identité qui sera acceptée ou réfutée ? Suis-je si différent que ça ? La différence rassemble. Alors, qu'est-ce que je pense en entendant ça ? Eh bien, déjà, moi, ce qui me paraît le plus surprenant à travers cette expression, c'est le côté oxymorique des choses. Parce que la différence, à première vue, ça divise plutôt que ça rassemble. Puisque ce qui se rassemble, c'est se projeter dans l'autre individu, vers autrui, pouvoir se voir, pouvoir voir les caractères communs avec autrui. Mais l'expression est quand même intéressante parce qu'elle pose la question de comment justement la différence peut rassembler, ou plutôt c'est la nécessité que la différence rassemble, puisque on n'est pas tous pareils. Et comme on est obligé de vivre ensemble, Aristote, l'homme est un animal politique, il faut bien faire fi des fois de nos différences. Après, ça pose la question de quelle différence peut-on mettre de côté. Il faudrait peut-être chercher la réponse vers Rousseau, le contrat social. Il faut faire en sorte que malgré nos différences, nous puissions vivre ensemble avec l'idée de liberté, donc à savoir ce qu'il y a de commun à tous les hommes. Plus simplement, ce qu'il y a d'universalisable, ce qui est présent, ce malgré nos différences naturelles et sociales. En réalité, l'humain n'aime pas la différence. Il aime ce qu'il connaît, ce qui lui parle. La différence, ça effraie. On ne veut pas s'éloigner du troupeau. Même les gens qui se pensent différents rentrent à la fin dans une norme, dans un groupe. Celui qui est en accord avec leur identité. Mon identité, ce n'est pas moi. C'est la perception que j'ai et que l'on a de moi. En clair, pour en revenir à Ricoeur, l'individu se construit une identité à travers un récit, celui de sa vie. Cependant, nos souvenirs sont d'une part subjectifs, mais d'une autre part, nos souvenirs sont remplis d'émotions, de colère, de joie, de tristesse. Ce sont des affects qui sont dans un versant tantôt positif, tantôt négatif. Est-ce réellement notre choix que de se souvenir d'un tel événement, ou au contraire d'en refouler un autre, qui soit trop honteux pour garder en mémoire ? Nos souvenirs sont altérés par nos états d'âme, de même pour des personnes âgées avec des problèmes de mémoire ou ayant Alzheimer. Leur identité disparaît, pourtant ils sont toujours là. Ont-ils disparu ? Sont-ils encore eux-mêmes ? L'identité explique-t-elle réellement ce qu'est une personne ?
L'identité narrative de Ricoeur possède donc des limites. Pourquoi doit-on s'intéresser à l'identité d'une personne, s'attarder sur ce qu'elle était et ce qui a fait ce qu'elle est aujourd'hui? Est-ce si efficace? C'est pour ça que je me demande, comment penser le futur si l'on passe son temps à penser son passé? Ne laisse jamais les autres te faire la place au doute. Et quand tombera la pluie des rêves, profite-en au goutte à goutte. Dans tes rêves, je vais être artiste. Dans tes rêves, tu te prends pour qui? Dans tes rêves, oublie. Le rêve. Voilà quelque chose que nous avons tous. Quelque chose qui nous force à nous lever le matin. Avant de commencer, je souhaite reprendre l'idée du temps selon Michel Tournier. Pour lui, il n'y a que deux façons de voir le temps qui passe. L'un où l'on vit un éternel présent sans regret du passé et que l'on appelle primaire, et un autre où l'on est nostalgique, où l'on vit dans ce passé justement. Il y a une impossibilité à vivre dans le présent et cela est être secondaire. Notre conception du temps se résume à faire un choix entre penser son passé avec un A, c'est-à-dire l'envier voire le regretter et finalement en souffrir, ou à penser son futur avec un E, c'est-à-dire réfléchir à ce que l'on veut devenir. Il n'est plus question d'être un produit de notre identité qui a été créé ou donné, il n'est plus question d'accepter ou de refuser. Cette identité est bien trop hasardeuse. Je pense faire de mon identité ce que je suis, mais sans la choisir, c'est elle qui me construit. Le projet quant à lui est décidé. Peut-être est-ce le destin, une heureuse rencontre, la chance d'en avoir les capacités. En réalité, pour faire projet, il ne suffit que d'une chose, se projeter, se faire confiance, aller tout droit. Car aller tout droit, c'est forcément aller devant, c'est forcément aller vers demain. Une envie, une idée, des rêves. Voilà ma définition du vrai moi. Heidegger explique que l'humain existe en relation intime avec une chose qui le dépasse, l'être. Il appelle cela le Dasein, le fait d'être au monde, d'exister à travers lui, d'avoir un impact sur ce dernier. Mais c'est aussi un être commun qui vit avec d'autres êtres. Cet être n'est pas choisi, mais nous est imposé. Mais surtout cet être est axé vers le futur. Il fait projet et vit à travers les projets, pour finir. Car le Dasein n'a qu'une finitude, la mort. On exprime donc une certaine passivité dans le fait d'être au monde, de ne pas choisir. Notre identité nous forme, mais c'est à nous d'en faire projet. Se projeter, aller de l'avant, foncer sans se retourner, rêver, croire au possible. Notre rêve, c'est notre raison d'être. Dans notre société, le travail est un moyen de vivre, de gagner de l'argent. C'est notre activité principale. Nous avons besoin que ce pourquoi nous nous levons chaque matin nous définisse. Le sentiment d'obligation, l'aliénation, la non-passion empêchent les personnes de s'accomplir et d'ouvrir les yeux pour regarder vers l'avenir. Il peut même arriver que nous soyons en rupture avec notre travail. C'est un épuisement qui nous fait prendre conscience qu'on ne croit plus en ce qu'on fait. On ne croit plus en notre projet de vie. Car finalement, le burn-out, c'est la fin d'un rêve. Le burn-out, c'est se brûler de l'intérieur. C'est métaphoriquement étouffer une flamme, métaphoriquement étouffer sa passion. Ne plus avoir d'oxygène, ne plus pouvoir respirer, suffoquer au travail, ne plus être en phase avec soi-même. De toute façon, le travail, étymologiquement, renvoie à la souffrance, à la peine, à l'effort, au tourment. Maslach parle de 3 piliers du burn-out. En premier, nous avons l'épuisement émotionnel. La personne perd toute motivation, se fatigue et se frustre au travail. En deuxième, il y a la dépersonnalisation. La personne ne voit plus ses patients, ses élèves, ses clients comme des personnes, mais comme l'objet de son travail. Le professionnel se détache de leur souffrance, n'est plus empathique mais plutôt cynique. Tout comme l'état d'agent de Milgram ou même le travail à la chaîne, l'humain s'aliénise, perd sa flamme et ne fait qu'écouter les ordres. Le dernier est le sentiment d'échec personnel. Freudenberg, en 1975, disait « Le burn-out est une maladie de l'âme en deuil de son idéal ». Il donne aussi une définition plus générale 5 ans plus tard. Le burn-out serait donc un état de fatigue chronique, de dépression et de frustration apporté par la dévotion à une cause, un mode de vie ou une relation qui échoue à produire les récompenses attendues et conduit, en fin de compte, à diminuer l'implication et l'accomplissement au travail. Mais on est obligé de travailler. On se sent obligé de travailler, même si ça ne nous plaît pas. On se projette dans un avenir qui n'est pas décidé, mais sous la contrainte de la vie en société. Y aurait-il donc une nécessité à dissocier son rêve de vie de son travail ?
Aller au travail, c'est quoi en réalité? Aller au travail, c'est entrer dans un groupe. Comme disait Saint-Exupéry, l'homme n'est qu'un nœud de relations. Les relations comptent seules pour l'homme. Et il n'avait pas tort, car étymologiquement, groupe vient de l'italien gruppo. Cependant, on se rend compte qu'au travail, le groupe ne partage pas forcément les mêmes objectifs. Ainsi, les motivations et objectifs de chacun sont personnels, mais l'action au sein du groupe est commune. Le groupe, c'est des compromis pour atteindre ses propres objectifs. C'est accepter d'aider telle entreprise dans ses objectifs afin d'atteindre les siens. Il se peut que nous soyons en accord avec les valeurs de l'entreprise, mais parfois, non. Il peut arriver que le groupe au travail soit celui de la contrainte, où il n'y a qu'un chef qui décide de qui fait quoi. Les objectifs de chacun ne sont pas forcément en adéquation, mais bon, c'est comme ça. Il faut bien ramener de l'argent pour vivre. Aller au travail, c'est faire partie d'un groupe. Le groupe se crée quand on ne peut pas réaliser seul un objectif. Cependant, il est inégal, car les personnes n'ont pas les mêmes objectifs et doivent faire des compromis, qu'ils soient en leur faveur ou non. Le groupe est un moyen provisoire, car il change tout le temps, de chef, de membre, on peut le quitter pour un autre. Et surtout, le groupe est partiel. Il ne répond pas tout à fait à toutes les attentes d'une personne. Je répète, faire partie d'un groupe, être dans le monde du travail, ne répond pas à toutes nos attentes. Le travail est un moyen de réaliser un projet, un rêve, pas l'unique moyen, ni le plus décisionnaire. Pose-toi ces questions. En quoi es-tu bon? Qu'aimes-tu? De quoi a besoin le monde? Que peux-tu lui apporter? Comment peux-tu être payé pour ça? Ce dont je parle, c'est la façon dont on peut sélectionner notre métier de rêve, notre métier idéal, l'ikigai. Il faut s'en donner les capacités et la vie. La vie, bien souvent, est pleine d'inattendus. C'est que ce métier idéal que l'on peut se construire des objectifs. Mais il y a rupture. Hey. Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. All right? All right. You got a dream, you got to protect it. People can't do something themselves. They want to tell you can't do it. You want something, go get it. L'enfance censée être magique, puis la triste réalité à l'âge adulte. Nos rêves ne peuvent être accomplis. Pourtant nous avançons, nous projetons notre avenir, nous le pensons. Bien qu'immatériel et en devenir, il existe. Depuis tout à l'heure, je parle de faire projet à travers un métier. Mais cela peut se décliner sous d'autres facettes. Il y a d'autres choses dans la vie, comme les passions, fonder une famille. On pourrait même se dire que finalement, ce n'est pas que le monde du travail qui est stressant, mais la rupture entre son rêve, son projet et la réalité. Et c'est là, avec les jolis petits cœurs. Attendez, je vois d'ici le message. Oui. Très bonne Saint-Valentin, mon cœur. Je t'aime, mon amour. C'est pas mignon, ça? C'est pas beau, l'amour? C'est exactement là où je voulais en venir. Qu'est-ce que ça signifie, l'amour? Vous le savez? Et vous? Quelqu'un le sait? Tom. Si on m'offrait cette carte, monsieur Vance, je la boufferais. Ce sont ces cartes. Les films et les tubes de l'été qui sont à blâmer pour ces mensonges. Ces chagrins. Et tout le reste. Et c'est nous les responsables. C'est moi le responsable. Je crois que c'est pas bien ce qu'on fait. Les gens devraient pouvoir exprimer ce qu'ils ressentent avec leurs propres mots et pas avec des mots que des inconnus leur soufflent à l'oreille. Des mots comme amour. Des mots qui n'ont pas de sens. Désolé, je suis désolé. Je démissionne. Il y a assez de conneries dans le monde sans que je rajoute. Le burn-out peut aussi venir de la vie privée, car se projeter, c'est chercher du sens à ce que l'on fait. Parfois en pleine perdition dans notre vie, notre travail n'embrasse plus nos valeurs. Nous ne pouvons plus continuer, comme dans ce passage de 500 jours ensemble. L'humain se projette dans l'avenir à travers des projets. Sans ces derniers, il ne vit plus. L'identité que j'ai décrite juste avant nous est donnée. Nous pouvons l'accepter ou la refuser. Peut-être est-ce de la chance, du hasard ou même notre destin. Mais son projet à soi, il est décidé. Il est personnel. C'est un rêve d'enfant, un rêve d'adulte, un rêve tout court.
auquel on croit. Parfois on se sent incapable d'y arriver. Parfois il y a excès de confiance. Face à nos projets, nous sommes tous différents. Parfois la confrontation est inévitable. Et face à cela, je me demande si c'est justement cette différence qui nous rassemble. Parfois nos rêves piétinent ceux d'autrui. Nous nous marchons dessus, mais à la fin nous avons réussi. Nous y sommes. Il ne reste plus qu'à trouver un autre rêve. Il est aussi possible que mon projet ne m'appartienne pas, car au-delà du travail, je n'arrive pas à me trouver une passion, un rêve. Nous sommes face à la nécessité de se construire une vie, non pas par envie, par passion, mais par nécessité. Les années passent, nous arrivons à 40, 50 ans, 60 ans. On se regarde dans la glace et on se demande ce qu'on est devenu. La fameuse crise de la quarantaine, une crise existentielle bien réelle. À la recherche du vrai moi, le sens se déconstruit. Je ne sais plus qui je suis ou qui je veux être, car je ne me le suis jamais demandé. Finalement, je me rends compte que je n'existe pas. Dans L'intelligence n'existe pas, je reprenais cette citation de Gombrowicz. Dans les années 30, le stade du miroir sera inventé par le psychologue du développement Henri Wallon, puis sera repris en psychanalyse par Lacan. Outre le fait de dire que le miroir est un outil fondamental au développement de l'enfant, on pourrait même dire que le nourrisson se développe à travers le visage de sa mère, ses yeux reflétant tel un miroir sa propre existence. Pour le philosophe Lévinas, le visage est très important, car nous nous construisons à travers autrui, comme le reflet de nous-mêmes. Nous nous devons d'aider la personne en face de nous, car le visage, en plus d'être matériel, touchable, il rappelle que je dois venir en aide à mon prochain. Nous sommes responsables d'autrui. Ainsi, nous nous créons par le groupe et pour le groupe. Nous nous ressemblons, pourtant nous gardons une singularité qui sera elle aussi reprise à travers les générations. Comme disait Oxmo Puccino, « Nous ne sommes que des conséquences. Notre passé commence avant la naissance. » Ainsi, nous n'existons que pour autrui, qu'à travers autrui. On pourrait se dire que finalement, je ne choisis rien de mon projet ou de mon identité. La question ne serait plus qui suis-je, mais plutôt qui devrais-je être. Il faudrait donc suivre une éthique, une morale, des lois, sa culture, suivre Dieu, suivre la République, suivre un leader. Je me construis à travers ces choses, et ce sont même ces choses qui finalement me construisent. A contrario, pour Kierkegaard, chaque humain n'est intéressé que par sa propre existence. Ce philosophe se focalise sur l'existence individuelle face à son propre Dieu. Ce n'est que dans l'action et à travers nos choix que nous avons la conscience d'exister. Cependant, cette même existence mène à l'angoisse d'exister. En effet, nous regrettons notre passé. Nous ne pouvons que nous repentir de nos fautes. Le futur est un possible indéterminé. C'est une source d'angoisse pour l'humain. Nous aurions la liberté de faire des choix, et c'est justement cette trop grande liberté qui induit à l'angoisse, de faire un choix forcément qui engendreront regrets, insatisfaction, etc. De plus, pour lui, il serait ridicule de faire un choix éthique dans un monde qui ne l'est pas. C'est pour ça qu'il nous parle de 3 stades de l'existence, qu'il décrit ainsi. En premier, nous avons le stade esthétique, le vivre dans l'instant. On ne cherche que le plaisir, on vacille entre jouissance, ennui et déception. Nous sommes dépendants de nos plaisirs, tout est prévisible et mène à l'ironie du sort de la vie, la rendant risible, menant à la mélancolie, au désespoir et au regret. En deuxième, nous avons le stade éthique, c'est le choix de s'engager. On est dans la nécessité de devenir fidèle, de donner du sens à sa vie. Ce n'est plus « connais-toi toi-même », mais « choisis-toi toi-même ». Ainsi la personne atteint la véritable liberté, puisqu'il choisit lui-même ce qu'il veut. En troisième, nous avons le stade religieux. C'est un saut dans l'absurde qui permet de s'affranchir de l'éthique et des regrets. Face au dilemme de la vie, l'éthique n'a pas toujours la réponse. Les chances de réussite s'amenuisent, l'espoir disparaît. Il ne nous reste que la foi, l'espérance que tout ira bien à travers une intervention divine. Et c'est justement cette pensée qui est de choisir sa propre vie qui donnera naissance à l'existentialisme, que Sartre reprendra. Par conséquent, selon Sartre, l'homme n'a d'autre législateur que lui-même. C'est justement le délaissement, il parle de Dieu, qui nous permet de choisir nous-mêmes notre être. Puisque nous vivons aujourd'hui dans un monde où Dieu est mort, l'absence de morale suprême prévaut, et donc on doit choisir sa propre morale.
Nous sommes angoissés, il y a donc la permission de douter de soi et donc de se remettre en question, suis-je réellement le sujet de ma vie? Et enfin, pour Sartre, l'homme est condamné à être libre. Il n'y a de réalité que dans l'action. L'homme n'est rien d'autre que son projet. Il n'existe que dans la mesure où il se réalise. Il n'est donc rien d'autre que l'ensemble de ses actes, rien d'autre que sa vie. J'avais un professeur qui a rédigé un livre et dans ce livre, il parle de 2 autres besoins que Maslow n'avait pas évoqués. En effet, le premier besoin qu'il rajoute, c'est que nous avons besoin de respirer. C'est dans un souffle que la vie se crée et dans un soupir qu'elle disparaît. Et en second, nous avons besoin de spiritualité. C'est le besoin de croire en quelque chose de plus grand que nous, comme pour se délester d'un poids trop lourd, de l'inconvénient d'être né. Et ça rappelle le stade religieux dont Kierkegaard parlait. Mais surtout, il serait terrible de ne pas parler des stades d'Erik Erikson, avec le développement psychosocial de la personne. Erikson explique le développement de l'être humain à travers différents stades qui ont des sous-structures. Très honnêtement, expliquer chaque procédé un par un serait aussi intéressant que long, donc je préfère le résumer. Chaque stade représente un moment de vie, de tel âge à tel âge. Chaque moment de notre vie est parsemé de crises. Notre identité se forme à travers une introspection à chaque moment de notre vie. Cette question du « qui suis-je » traverse les âges et ne laisse personne indifférent. Les crises adolescentes ou de la quarantaine sont des crises existentielles normales, car la construction d'une vie humaine n'est pas sans risque. Elle est complexe et paradoxale. Dans l'inconvénient d'être né, Suran dit une chose qui m'a troublé. Est libre celui qui a discerné l'inanité de tous les points de vue et libéré celui qui en a tiré les conséquences. L'inanité, c'est le caractère vain des choses, c'est le néant. Le monde s'est créé à partir de rien, mais ce rien, c'est déjà quelque chose. Quelles en ont été les conséquences? Le Big Bang, puis la création de la vie sur Terre. Aujourd'hui, si on dit que sa vie ne rime à rien, qu'elle est vaine, c'est une sorte de liberté, mais nous n'en sommes libérés que quand nous tirons des conséquences. C'est là que c'est intéressant de voir que Sartre avait, selon moi, tout à fait raison. Nous sommes condamnés à être libres. Avec ces connaissances, je n'arrive pas à découvrir le vrai moi. Bien sûr, je comprends que j'ai besoin de croire en quelque chose, j'ai besoin de me choisir moi, mais c'est à partir de maintenant que je pense que cette vidéo va prendre un tout autre tournant. Bon, la question c'était, est-ce que tu es un vrai humain ou un produit de l'homme? Donc déjà un vrai humain, est-ce que vrai de quel point de vue? Est-ce qu'on existe vraiment? Qu'est-ce que déjà le réel? Est-ce qu'on est toujours le même? Est-ce qu'on est non influencé? Est-ce que ça impliquerait notre existence impliquerait l'existence de l'âme inchangeable qui aurait une destinée? Ou est-ce que nous sommes un produit de l'homme? Donc est-ce qu'on serait influencé? Est-ce qu'on serait une page blanche qui se remplirait face aux influences extérieures? Ou est-ce qu'on est simplement juste un produit de notre cerveau de bout en bout? 人の運命を司る何らかの超越的な律、神の手が存在するのだろうか。少なくとも人は自らの意志さえ自由にはできない。 Ces questions que se pose mon ami Martin, la science peut y répondre, que ce soit en biologie, en philosophie, en psychologie. Le cerveau, l'âme, on l'a déjà théorisé. Tout cela n'est que théorique. Je trouve qu'elle manque de substance. Qui suis-je? Cette question demeure sans réponse. Nous ne parviendrons à y répondre que par fragments et par subjectivité. Mais une subjectivité commune qui amène à l'objectivité. À travers la recherche et l'observation, je ne pense pas qu'il existe de vérité et donc de vrai. On ne peut que s'en rapprocher en acceptant sa propre subjectivité, ses propres sensations, sa propre perception et en acceptant l'autre. Cette recherche du vrai moi
de ce que je suis réellement n'est-elle pas vaine? Personnellement, je suis sans doute à la recherche du vrai, depuis toujours. Mais qu'en est-il du beau, du bien? Le bon moi, le beau moi, le vrai moi? Et finalement, qui suis-je pour vous dire qui vous êtes? C'est pour cela que j'apprécie cette citation de Khalil Gibran. Naître, puis se construire à partir du néant, cela n'est qu'un mythe. Notre monde moderne part du postulat que notre enfance nous façonne. Est-ce totalement vrai? L'enfance est une chose protégée, emplie de rêves et quelque peu magique. À critiquer la religion et son spiritualisme, on tombe dans la niaiserie des Disney et des clichés comme les princesses. La magie renaît. L'humain a besoin de croire en plus grand que lui. C'est un besoin de spiritualité qui permet d'échapper à la réalité. On y oublie la réalité de notre monde dans l'enfance. Mais comment pourrions-nous nous construire à partir de mensonges? Tout ne serait que spéculation sur un monde parfait? Justement, c'est le retour à la réalité. Le choc brutal qui transforme un enfant en adulte, quittant le monde des paillettes et du Père Noël pour arriver dans les impôts et la dure loi de la jungle. Ce n'est pas totalement faux de croire que l'enfance nous façonne. En effet, arrivant dans le monde, nous sommes dépendants de la personne qui nous nourrit, s'occupe de nous. Nous n'avons pas conscience de nos besoins. Un bébé pleure pour tout, car il ne se comprend pas lui-même. C'est en prenant conscience de qui il est, de ce qu'il peut faire, qu'il naît réellement. La vie intérieure prend forme. Il se met à avoir des pensées, à les conscientiser. Il existe, il peut, il veut, il deviendra. Avant nous, existaient nos parents, qui avaient des parents, et ainsi de suite. Lorsque l'on apparaît au monde, nous arrivons dans un groupe, qu'il soit familial, biologique ou adoptif. Nous n'avons ni le contrôle sur l'endroit où nous apparaissons au monde, ni à nos actions, qu'elles soient limitées par notre capacité monétaire ou géographique. Nous ne sommes pas libres, nous appartenons, nous sommes dépendants. C'est à partir de cette dépendance que nous allons nous construire jusqu'à mourir. L'identité, ce n'est pas le passé ou le futur. Notre identité, c'est maintenant, entre ce que nous étions et ce vers quoi nous tendons. Le mythe est de croire que nous pouvons choisir notre destin ou de croire que tout est déterminé dès la naissance. Il est impossible de le savoir. On ne peut que croire l'un ou l'autre. Car finalement, le vrai moi n'existe pas. Je ne suis qu'une suite logique de l'humanité, une pièce assemblée, une goutte d'eau dans le lac. J'ai besoin de respirer. Dum spiro spero. À une lettre près, mon inspiration devient expiration. J'espère ne jamais devoir remettre en doute mes propres aspirations. Est-ce ma destinée que de naître? Est-ce mon bon vouloir que de rêver ce que je voudrais être? Pourquoi le rêver, le projeter quand je peux l'être maintenant? Que suis-je devenu pour oser me demander qui je suis? Pourquoi dois-je me découvrir? Suis-je mon propre inconnu? Que se passerait-il si je n'existais pas, si mon identité n'était qu'un mirage? Que se passerait-il si, comme un robot, je me mettais à bugger? Et comme la folie d'Einstein, je me mettais à commettre les mêmes erreurs en boucle. Que se passerait-il si après toutes ces années d'évolution, l'humanité n'avait pas avancé? Serais-je toujours moi, ou ce que l'on veut de moi? Dans un souffle qui m'anime, mon âme s'évapore. Je n'ai jamais été moi. Je ne suis qu'un produit, une conspiration, une voix derrière un micro. Je me suis construit mon identité jusqu'à mourir. Je n'ai que la vingtaine et pourtant je pense me connaître assez bien. Peut-être ai-je tort. J'inspire puis expire. Je regarde droit devant moi. Je suis moi. C'est déjà ça. Ma conscience et mon doute sont présents. Et donc j'existe.
tout du moins mon identité est peut-être biaisée par des souvenirs sélectifs. Mon projet est peut-être influencé par mon destin ou mon entourage. Mais une chose est sûre, la découverte du vrai moi est une aventure de la vie. C'est ça, se construire jusqu'à en mourir. C'est pour cela que je fais une distinction entre on et moi, entre eux et moi, entre vous et moi. Car à la fin nous serons tous égaux, et je n'espère jamais devenir votre égal.